Chers amis internautes, bonsoir. Merci de nous retrouver pour cette émission un peu particulière. Ce soir, nous donnons la parole à une auteure, une femme, une survivante. Son livre s'appelle simplement Inceste. Le voici, il est publié aux éditions Studio Talma. Derrière ce mot lourd, brutal, il y a une histoire, l'histoire d'un enfant, puis celui d'une jeune femme qui a dû se battre pour nommer l'innommable et reconstruire sa vie. Ce livre n'est pas une fiction, c'est un témoignage, un cri, un livre pour comprendre et réparer. J'ai l'honneur de recevoir Séverine Janel. Bonsoir Séverine. Bonsoir Jackie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être ici. Merci. Alors, tout simplement, une première question toute simple, mais essentielle. Pourquoi avoir écrit ce livre? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Eh bien, le titre Inceste est sans détour. Vous auriez pu choisir un titre plus métaphorique. Pourquoi avoir fait ce choix direct, presque brutal? Tout d'abord, pourquoi j'ai souhaité écrire ce livre? En fait, j'ai décidé d'écrire en fait ce livre à partir du moment où je me suis sentie libérée de mon passé, prête et sereine et posée. Et j'ai vraiment ressenti cet élan de partage vis-à-vis d'autres victimes. Je sentais que j'avais matière à partager et mon premier souhait a été de témoigner par mon histoire qu'il était possible de se reconstruire, qu'il était possible de revivre une vraie vie et de revenir à la vie et pleinement. Et voilà, ça a été vraiment ma première intention dans l'écriture de ce livre. Et pourquoi ce terme inceste? Effectivement, il est fort, il est brutal. Et ce terme qui fait peur également. Moi, je l'ai vécu et je le vis encore actuellement. Hein. On n'a pas envie de parler d'inceste. Lorsqu'on évoque le mot inceste, il y a une gêne, il y a quelque chose qui est gênant. Moi, je suis la première, en fait, à ne pas être gênée d'en parler. Mais justement, j'avais envie de poser ce terme qui fait peur, de le dire, de l'écrire et de l'assumer. Et voilà, je parle d'inceste. Voilà. Et puis, voilà, on lit ce titre et on comprend tout de suite la thématique. Mais c'était effectivement le fait de vouloir l'assumer et d'en parler ouvertement. Est-ce que c'était douloureux à écrire ou au contraire libérateur? Douloureux, non. Très prenant, oui. Très prenant. Lorsque j'ai commencé à écrire, je n'arrivais pas à m'arrêter, en fait. Ça a été très fluide. D'ailleurs, j'ai été très surprise également de cette fluidité. Et en même temps très prenant, puisque je me souviens, je pouvais écrire jour et nuit, je me réveillais la nuit pour écrire. J'avais vraiment ce besoin de peser, et cette envie et ce besoin de peser, qui au fur et à mesure de l'écriture, voilà, je me suis découverte dans l'écriture, puisque je n'ai pas du tout de bagage littéraire. Donc voilà, je me suis découverte également dans ce rôle-là dans l'écriture. Ouais. Ouais. Mais douloureux, non. J'ai souhaité écrire pour les autres victimes, pour un partage, pour un témoignage. Et au fur et à mesure de l'écriture, je me suis rendu compte aussi que l'écriture a un réel pouvoir libérateur. C'est un puissant moyen de libération. Moi, je me sentais déjà libérée avant de commencer à écrire, mais pour moi, ça a été
ça a été encore le summum, ça a été vraiment, ça a pu absorber encore un peu plus mon passé. J'ai pu vraiment m'extirper de mon passé. Vous dites humblement en préambule de ce livre que vous n'êtes ni thérapeute, ni écrivaine, ni philosophe, ni moraliste certainement pas, mais tout le reste, oui, vous l'êtes. Ô combien votre style est très sobre, très franc, en même temps jamais impudique, et vous nous atteignez en plein cœur. Est-ce une manière de ne pas sombrer dans le sensationnalisme ou simplement votre manière de survivre par l'écriture? Vous avez déjà à moitié répondu. Alors, je n'avais aucune intention effectivement de sombrer dans le sensationnalisme ni dans l'apitoiement. C'était pas du tout mon intention, mais comme je vous l'ai dit, cette écriture a été, pour la première partie de mon livre, pour le récit, elle a été très, très fluide. Et donc naturellement, mon style, je l'ai découvert aussi dans ce premier jet, alors, j'avais même des doutes. Je ressentais vraiment ce besoin et cette envie d'écrire. J'avais énormément de doutes sur moi-même par rapport à l'écriture. Voilà, sans bagage, je ne savais pas vraiment là où ça allait me mener. Alors que j'avais très envie de le partager, mais vraiment sans trop savoir vraiment ce qu'il allait en devenir. En tout cas, c'est une réussite parce que vous dites des choses terribles et toujours jamais impudiques. Du coup, c'est très agréable à lire et vous déclenchez toute notre empathie, quoi. On sait que vous en êtes sorti dès le début, mais on a envie de savoir comment. Et est très réussi. Vous avez eu besoin d'un accompagnement éditorial ou psychologique pendant cette écriture? Psychologique, non. Éditorial, bien écoutez, j'écris mon histoire et comme je vous l'ai dit, j'avais tellement de doutes, je ne savais pas vraiment où ça allait m'emmener et qu'est-ce que j'allais en faire, alors que j'avais envie de le partager, mais comment j'allais le faire et est-ce que j'étais légitime? Est-ce que c'était possible de le partager? Et j'ai pris mon temps, mais j'ai contacté une personne qui accompagne dans des personnes comme moi, dans des récits de vie. Et voilà, donc je l'ai contactée. Alors, elle m'a enlevé le doute. Elle m'a affirmé que le livre, que le récit était bien écrit. Et voilà, donc j'ai pu me relancer encore de nouveau dans l'aventure. Il y a une première aventure où moi j'ai écrit d'emblée de moi-même, et puis il y a eu ce petit accompagnement, ce soutien, surtout pour, je pense, pour une côté de structuration en fait. Vous décrivez avec beaucoup de précision certaines scènes que vous avez vécues dans votre enfance. Et comment les souvenirs vous sont-ils revenus? Très brutalement. Très brutalement. Effectivement, moi, j'ai connu l'amnésie traumatique et c'est à l'âge de 26 ans que les souvenirs ont commencé à me revenir. Alors, tout d'abord, c'était des souvenirs conscients, inconscients. Est-ce que c'était vraiment moi? Qu'est-ce qui s'était vraiment passé? Les souvenirs se sont vraiment étalés dans le temps. Et ce n'est pas une question de semaines, c'est une question de mois, c'est une question d'années. Il m'a fallu tout ce temps pour vraiment réaliser ce que j'avais vécu. Il y avait encore un déni, encore une minimisation. Je réduisais les actes que je voyais. En fait, j'avais des souvenirs qui me revenaient, des images fortes et
Et à ce moment-là, c'était très douloureux. C'est vraiment vraiment un passage dans ma vie qui était un des plus délicats à vivre. Oui, vous le décrivez assez longuement et de façon assez précise au début de votre livre. On ne va pas tout raconter parce qu'il faut que les lecteurs le découvrent par eux-mêmes. Mais est-ce que vous pensez que cette amnésie se met en place grâce à ce qu'on appelle la dissociation? C'est bien ça? Oui, c'est ça, oui, la dissociation. C'est en fait un phénomène corporel en fait qui invite le cerveau à complètement déconnecter, à se débrancher et dans l'objectif de pouvoir continuer à vivre. En fait, les actes vécus sont tellement brutaux, tellement inconcevables, tellement forts que le mental coupe toute sensation, toute tension, tout est engrangé, tout est préalimenté à l'intérieur de soi. C'est ce phénomène de dissociation qui même pour moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à le comprendre lorsque les images, enfin les souvenirs sont revenus. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à comprendre comment c'est possible, comment j'ai pu oublier, comment j'ai pu oublier ça. Et déjà donc de moi de l'intégrer et j'ai eu envie en fait dans ce livre effectivement d'expliquer le fonctionnement, d'expliquer comment ces retours sont revenus et comment ça me paraissait moi-même complètement inconcevable. Oui. Vous dites que la première fois que vous en avez parlé, c'est à un de vos amis d'enfance, je crois. Et après, vous avez à nouveau oublié, vraiment oublié ou plus voulu en parler? Vraiment oublié. Oui. Même ça. Pardon ? La mémoire vous a parfois trahi ou au contraire envahi et plusieurs fois? Comment ça s'est passé? Alors, même moi, ce passage, effectivement, d'avoir pu, à un moment donné, parler à cet ami, j'en étais complètement surprise. Finalement, ce sont des mots qui sortaient de ma bouche. Je n'étais pas du tout consciente, en fait, de ces paroles. J'en étais complètement surprise moi-même. Et tout est revenu, tout est reparti, en fait, au fond de moi. Et je sais que c'est bien longtemps plus tard que les faits sont vraiment revenus. Il y a eu un déclic, déclencheur, mon père qui me parle de mon oncle donc prédateur, qui m'explique qu'il est en prison et si moi je savais. Et à ce moment-là, voilà, quelques phrases ont suffi à me dire, mais oui, moi je savais, ouais. Moi je savais. Mais voilà, c'est... Et le moment où vous avez... Le corps, le mental est surprenant. Pardon ? Le corps, le mental est surprenant. Oui. Pour moi, c'est une façon c'est une protection. C'est une protection pour rester dans la vie, pour survivre en fait à tous ces actes tordus. Parce que la première fois que vous en parlez à cet ami qui est bienveillant, mais justement, c'est parce qu'il vous faisait le reproche de ne pas avoir été très agréable, pas aimable. Donc, c'était une défense quoi, pour dire, mais bon, c'est pas ce que je vis, voilà. Et c'est pas le bon moment, puisque après, vous l'avez à nouveau occulté. Oui. Je pense qu'effectivement, c'était une défense. De toute façon, j'étais très mal dans ma peau à cette période-là. Et voilà, peut-être c'était est-ce que c'était mon seul ami? C'était pas loin d'être mon seul ami. Et de recevoir des reproches de sa part alors que je ne les comprenais pas, ça a déclenché chez moi quelque chose où, voilà, un système de défense
de pouvoir évoquer en fait mon mal-être et presque voilà, mon mal-être, d'où de pouvoir lui dire en fait d'où venait ce mal-être. Mais effectivement, il y a vraiment une question d'inconscience là qui était là en moi. Quelques minutes avant, C'était pas prévu. c'était pas du tout, enfin, voilà, j'avais aucune idée de ce que j'allais lui dire juste après. Il a dû être surpris. Oui, oui, je l'ai été et il l'a été. Encore plus. Il l'a été encore plus, effectivement. Ouais, 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 ça, je ne vais pas dire que ça a créé une gêne, mais ça a créé quelque chose d'assez tendu, d'assez impalpable. Vous évoquez le silence de votre famille, les regards détournés. Pourquoi, selon vous, l'inceste reste-t-il si profondément enfoui dans certaines familles? Parce que vos parents, par exemple, ou d'autres personnes proches ne devaient pas ignorer l'attitude de votre oncle ou ce qu'il faisait. Effectivement, il y a toujours ce silence-là et si pesant. Non, ma famille savait qu'il y avait eu des gestes. Alors, j'ai jamais vraiment su exactement si c'était des gestes, des actes ou voilà. Il y a encore une part d'ombre que je ne sais pas du tout de lever. Mais mon oncle avait déjà été arrêté pour des histoires avec des enfants. Et bon, je parle de ça, c'était dans les années 80, enfin c'était voilà, il y a déjà quelques années. Mais la vie continuait. La vie continuait. Il était toujours entouré d'enfants. Il était toujours voilà, accompagné d'enfants, que ce soit des enfants de la famille, des enfants du quartier. Il était toujours accompagné. Et ce silence, c'est une peur de l'inceste aussi, c'est une peur de dévoiler, une peur et puis c'est quelque chose d'inconcevable. Oui, puis il était très sympathique. Il était très sympathique. Oui, bien sûr, voilà, il était très joyeux. Vous étiez préféré. Mais pour moi, c'était inconcevable pour la famille d'imaginer qu'il allait perpétuer ces actes. Et d'ailleurs, quels actes? Il y a aussi toute une histoire de réduction. On minimise les actes. Et puis c'est pas possible. Et puis ça ne fait pas être grand-chose. Enfin, voilà, pour moi, c'est, du moins à cette période, d'autant plus qu'à cette période, l'histoire d'inceste ou de pédophilie, on n'en entend pas vraiment parler. Alors, ça s'est déroulé, bien évidemment, c'est une évidence, mais tout est caché, il y a le silence, le silence est là, ouais, et vraiment pesant et bien là, et bien présent. Alors, dans le dernier numéro de Nexus, celui-ci, justement, je suis tombée sur 2 articles qui illustrent vos propos, et une interview en particulier de Bruno Clavier, qui est psychanalyste et psychologue, et qui dit que plus on s'occupe de lever les secrets de famille, plus on limite les conséquences que cela a sur nous et notre descendance. Ouvrir les secrets permet d'en limiter les effets destructeurs. Ce qui est tu se répète et ce qui est dit libère. Est-ce que vous adhérez à cette déclaration? Oui, ce qui est tu se répète et ce qui est dit se libère. Pour moi, la parole est vraiment très, très importante. Voilà, on laisse le silence de côté et se libérer par la parole est vraiment une façon de s'ouvrir à la vie. Et effectivement, en parler, lever le secret, en parler même à ses descendants. Moi, je sais que j'en ai parlé à mon fils. Alors,
pas dans, pas dans, pas dans tous les détails. Bien. J'ai évoqué bien évidemment en fait l'inceste, évoqué mon oncle. Je me suis pas étalée. Mon fils n'a pas lu mon livre pour le Bien moment. sûr. Il est encore Oui, parce jeune. qu'il est jeune. Il est Il est encore jeune. jeune. Il est encore jeune. Il le lira probablement plus tard. Et c'est tout à fait OK pour moi. Je souhaite que mes enfants sachent. Et de la même façon, c'est pas une question d'apitoiement ou quoi que ce soit, c'est de connaître, de connaître la vie, en fait, la vie familiale, et puis de ne pas répéter également. Effectivement, je pense que on pourrait très bien sombrer dans une espèce de répétition, de rester dans ce chemin un peu malsain, malgré nous. C'est ce que l'on... D'en parler aux enfants permet aussi de les protéger. Voilà, vous savez, ça existe. Ça existe. Il y a des personnes, ça peut être dans la famille, ça peut être à l'extérieur, ça peut être un animateur, ça peut être... voilà, ça existe. Et c'est important, effectivement, d'en parler. Et pour en revenir à Bruno Clavier, justement, il dit nous souhaitions comprendre pourquoi lever les secrets de famille comme l'inceste peut libérer les générations suivantes et en quoi l'amnésie traumatique est au cœur de ce travail de réparation. On en parle de plus en plus de la psychologie transgénérationnelle et jusqu'à présent, c'était surtout ce que l'on recevait de nos ancêtres. Mais maintenant, ça va plus loin parce qu'on fait partie de la chaîne et c'est donc pour protéger nos descendants, nos enfants. Protéger nos enfants, protéger Oui. nos enfants. Oui, 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 oui. Moi, j'en suis tout à fait consciente, effectivement. Et c'est voilà, mon fils, j'ai une fille qui est encore plus jeune, donc je sais qu'à un moment donné, je vais lui en parler également, avec douceur aussi, avec bienveillance. Mais c'est important. C'est important de pouvoir s'ouvrir. Vous dites à un moment que, bon alors je ne veux pas tout raconter, mais dans ce passage où vous avez changé complètement de mode de vie avec votre mari et vos enfants, et tout en étant informée, bienveillante et tout à fait au courant de ce qui pouvait arriver, vous vous êtes surprise à être encore désagréablement surprise justement par quelqu'un. Vous voulez en parler? Vous n'aviez pas vu qu'il y avait des risques avec cette personne? Tout à fait, tout à fait. Oui, 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 oui. Oui, ça a été. Ce passage de votre vie. Pardon? Je vous laisse évoquer ce passage. Oui, effectivement, ça a été une période très choquante en fait dans ma vie, qui m'a porté des messages. Mais alors pour l'évoquer, nous vivions sur un lieu, nous venions d'acheter un lieu et nous avions besoin, enfin nous sommes beaucoup dans l'accueil. On a accueilli des amis, la famille pour rénover une ferme, voilà, pour pouvoir accueillir d'autres familles sur ce lieu. Et on recevait énormément de coups de main. Et entre autres, des personnes qui font du woofing ou workaway, c'est-à-dire des personnes qui viennent et qui en échange du gîte découvert, en fait, nous aident, nous donnent de l'aide pour une rénovation. Et ça s'est toujours très bien passé. C'était toujours dans une ambiance vraiment très, très agréable. Sauf une fois, il a suffi d'une fois où une personne est venue intégrer notre lieu de vie pour une semaine. Oui. Effectivement, j'avais une sensation assez particulière, assez bizarre, que je n'arrivais pas du tout à nommer, que je n'arrivais pas du tout à comprendre vis-à-vis de cette personne, mais elle semblait tout à fait, enfin voilà,
tout le monde l'aimait, ça se passait bien avec nous, avec les enfants, tout se passait globalement bien avec cette personne. Et puis au fur et à mesure, mais j'avais tout de même comme une intuition, mais ce que je n'arrivais vraiment pas à toucher. Et puis c'était à la fin de son séjour, juste avant qu'il ne parte, où j'avais un peu les frissons. Avant qu'il ne parte, j'ai perçu son regard sur mon fils. Et là, j'ai compris. J'ai vraiment senti ce regard de prédateur sur mon fils. Et voilà, c'était peut-être bien 1 heure avant qu'il ne parte. Mais j'étais complètement bouleversée. Là, du coup, en 1 heure, je l'ai suivi de partout. J'ai pas cessé en fait d'être à l'affût. Et une fois qu'il est parti, effectivement, j'ai compris. Mon fils avait vu en fait cette personne dans des situations, en fait, c'était prédateur, voyeurisme, enfin des situations où il était avec. On était tous, par exemple, bon, je vous dis brièvement, on était tous on est partis en balade, on était tous dans notre véhicule. Était mon mari, moi, mon fils, ma fille et cette personne. Et on n'a pas, nous, adultes, n'avons pas vu, mais mon fils a vu en fait cet homme en fait avec le sexe sorti. Et voilà, c'est complètement. Mon fils a été bien choqué, bien perturbé. Et il m'a raconté ça juste après le départ de cette personne. Il s'était pas du tout senti de me parler. Et il avait connu des mains sur l'épaule, toutes sortes comment dire. Bon, il s'était retrouvé en fait avec des gestes très inconfortables. Et lorsqu'il m'a raconté ça, moi, je me suis, j'étais complètement retournée. Je me dis mais comment j'ai pu faire rentrer moi qui ai vécu l'inceste, comment j'ai, enfin, je me suis bien flagellée. Et comment j'ai pu faire rentrer cette personne en fait dans mon sein, comment j'ai pu le laisser avec mon fils. Alors quelquefois, mon fils n'était pas forcément seul avec lui, mais voilà, j'ai pu vivre cette situation en tant que parent. J'aurais préféré ne pas la vivre, mais ça a été très lourd, très difficile. J'ai vraiment beaucoup de temps à m'en remettre. Et puis j'ai pu également, suite à cette situation, je me suis mise à la place de mes parents. Ouais. Et je crois qu'à ce moment-là, il s'est passé quelque chose en moi je crois que j'avais déjà, moi, pardonné à mes parents. Voilà, j'avais déjà, voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu. J'avais déjà pardonné. Mais je pense qu'il y avait encore une barrière, il y avait encore quelque chose qui. Leur pardonner quoi? Leur pardonner de ne pas avoir ouvert les yeux, de ne pas en parler? De pas avoir ouvert les yeux, de pas avoir, d'avoir laissé faire. D'avoir laissé en fait cet oncle entrer encore dans notre sphère familiale, alors qu'il y avait eu des cas avérés auprès d'enfants. Je l'ai su par la suite, je m'en suis pas rendu compte enfant, j'ai su par la suite que mon père, à un moment donné, avait coupé les ponts, avait interdit à mon oncle de venir à la maison. Voilà, puis je cherche plus trop à savoir, enfin pour moi c'est finalement plus important, mais voilà, il y avait tout de même une conscience qu'il y avait quelque chose de malsain en fait chez cet oncle. Voilà, il y avait. C'est pour cela que je pense qu'il y avait toujours ce côté en moi qui mince, vous le saviez, mais voilà, il était quand même là. Il est quand même venu dans cette sphère. Il
il a quand même pu oser, en fait, avoir ces actes vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon frère. C'est en cela que avoir vécu cette situation avec cette personne vis-à-vis de mon fils, bon, j'ai pu creuser, beaucoup parler avec mon fils, creuser avec lui et me rendre compte que voilà, il n'avait pas vécu plus. C'était un soulagement énorme de ma part, mais voilà, ça a remis vraiment beaucoup en question aussi cette situation parentale et cette défense de nos enfants. Parce que mon fils connaissait déjà une partie de mon histoire. Oui. Est-ce que c'est pour cela qu'il n'a voilà. Il n'a pas réussi vraiment à me dire pourquoi il n'avait pas, enfin, pourquoi il n'avait pas parlé. C'était la peur. Oui, puis il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Enfin, pas d'acte, en tout cas. Aurait pu. Mais pour moi, c'était énorme. Je comprends, j'imagine. Et vous avez, ça a été à la suite d'aide psychologique que vous vous êtes décidé, finalement relativement tard, à porter plainte contre cet oncle. Et là encore, ça a été frustrant. Vous voulez raconter? Plus que frustrant. J'ai eu beaucoup de temps avant de me remettre de ce loupé. Oui, effectivement, ma mémoire est revenue, a commencé à revenir à 26 ans. Et j'ai pu commencer effectivement à en parler à un ami. Bon, j'étais vraiment voilà, dans une période très, très difficile, très dure dans ma vie. J'ai pu évoquer un ami et cet ami m'a conseillé d'aller voir une psychologue. Voilà, j'avais aucune idée de ce qui m'attendait, j'avais aucune idée de ce qui allait enfin, c'était encore tellement neuf, encore tellement inconscient en moi. Tout ne m'était pas encore revenu vraiment. Et au bout de je crois 2 ou même à peine, peut-être 2 séances, c'était vraiment au tout début, cette psychologue me conseille d'aller voir la police, d'aller voir la police ou la gendarmerie. Voilà, c'était encore une étape où complètement complètement neuve, enfin surprenante pour moi. J'ai dit comment il faut aller voir la police. Et j'ai mis beaucoup de temps avant d'y aller. Et à partir du moment, en plus j'étais dans un état, j'étais complètement isolée. Je me suis isolée toute seule en fait dans cette situation. J'avais pas du tout envie d'en parler. Je restais en fait isolée dans mon intérieur. Et je suis allée en fait, difficilement, mais j'y suis allée. J'ai pris mon courage à bras-le-corps et pour m'entendre dire que j'avais 28 ans et quelques jours et qu'il y avait prescription. Donc je ne savais même pas ce que ça voulait dire prescription. Je devais être rappelée dans l'après-midi, je n'ai jamais été rappelée. Enfin, moi, j'ai vraiment ressenti à ce moment-là beaucoup de négligence, d'abandon de la part des institutions. D'autant plus que la démarche avait été déjà si difficile à accepter, à mettre en œuvre, c'est encore pire. Oui, ça, la démarche d'aller vers cette institution a été vraiment très, très, très difficile pour moi. Et donc, oui, voilà, donc je me suis retrouvée. Quel était l'accueil à la gendarmerie? Quel était l'accueil à la gendarmerie? Alors, j'ai déjà un vrai trou noir. Je me rappelle très bien être sur les marches, et entre le moment où je suis sur les marches, au moment où vraiment je monte ces marches, il y a comme un trou.
l'image suivante, c'est oui, je suis là assise devant deux personnes qui sont en train de prendre mes dépositions. Donc, je ne sais même pas ce que j'aurais dit, je ne sais même pas comment ça a été possible, mais voilà, je me retrouve devant ces personnes qui prennent ma déposition. Et c'est froid, c'est déplacé. Je dois raconter des choses que je n'avais encore jamais racontées. Je me sens oppressée, je me sens vraiment pressée par ces personnes qui font leur métier, mais voilà, cette période, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pincettes, en fait, c'est froid. Et puis certainement qu'entre-temps, ils se sont renseignés par rapport à la situation, et en plus, on me dit que mon oncle, pédophile, oui. Que les victimes ne sont que des garçons. Moi, j'arrive, moi, j'ai vraiment eu cette impression de ne pas être crue, en fait. Pas être crue. Et d'une, je ne suis pas crue, et de deux, je dois tout déballer comme ça. Ça a été vraiment un moment très, très inconfortable. Beaucoup de victimes d'inceste parlent du sentiment de culpabilité qu'elles ont pu ressentir. Est-ce que vous avez vécu de la même façon, ou au contraire, vous dites quand vous étiez petite, vous sortiez de vous-même pour dire c'est pas moi à qui ça arrive. Est-ce que vous avez ce sentiment ou pas? Alors, ce sentiment de culpabilité et de honte, je l'ai eu lorsque la mémoire m'est revenue, lorsque les souvenirs sont revenus. C'était déjà tout un désordre complet. Et en plus de ça, effectivement, il y avait la honte, mais pourquoi j'ai rien dit à ce moment-là? Pourquoi? Mais du coup, je l'ai laissé faire. Donc, je suis autant coupable que lui. Donc, oui, effectivement, ça, ce sont des réactions qui sont très, très pénibles à vivre, et qui sont là, qui émergent de soi. Et puis, de ce fait, on se renferme encore un peu plus. C'est pas possible. Bon, je peux pas en parler. J'ai tellement honte d'avoir vécu ça. Comme si j'avais été une partenaire de cet oncle. J'avais à peine 10 ans, il en avait 40. Mais effectivement, il y a ce sentiment, cette sensation est là, oui. Ouais. Jusqu'à ce que vous compreniez que vous étiez victime et pas du tout participative. Oui, bien sûr, jusqu'à ce que je me sente, jusqu'à ce que je sente, effectivement, que je me retrouve, que je sache que effectivement j'ai été victime de ces tongs. Ça a été vraiment très, 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 très long, puisque même dans mes souvenirs, à partir du moment où mes souvenirs sont revenus, je sais que au début, j'échangeais encore avec lui. Je lui écrivais, il était en prison, mais je lui écrivais encore des lettres. Je n'arrivais pas encore à faire sortir, en fait, ou à faire émerger en moi le fait d'avoir été victime. Voilà, donc j'étais encore un peu à entretenir. À partir du moment où j'ai toutes ces tensions, cette colère en moi qui a éclaté, oui, là, je me suis sentie victime, et à ce moment-là, se faire aider pour pouvoir, au fur et à mesure, pouvoir, en fait, gravir les échelons, et pas à pas, et puis essayer de se dépatouiller, en fait, de toute cette histoire, tout ce passé. Vous citez dans votre livre une phrase de Natacha Céleste-Rémé qui dit « Nos bourreaux, sur l'instant, sont les meilleurs alliés de notre évolution à venir », dans son livre « Clé de votre énergie ».
Nos bourreaux sont les meilleurs alliés de notre évolution à venir. Oui. Vous avez cette maxime. Je me rappelle avoir, enfin, effectivement, j'ai écrit, enfin, j'ai repris en fait cette citation qui m'a énormément touchée et marquée à une période de ma vie où j'étais confrontée de nouveau à la manipulation. Manipulation de personnes extérieures sur notre lieu de vie. Et de revivre de la manipulation m'a fait vraiment replonger dans mon histoire, dans mon histoire passée, dans mon histoire incestueuse. Et j'y ai retravaillé et je me suis rendu compte que j'avais encore une fois renié mon histoire, que j'y avais, j'avais un peu travaillé, j'avais fait quelques thérapies, j'avais fait quelques soins, je me suis occupée de moi, et à un moment donné, j'avais dit, ok, bon, allez, c'est bon, c'est bon, mon passé, je le laisse de côté, je vis, je revis, je suis avec mon mari, voilà, et j'avais, voilà, j'avais omis il y avait encore énormément des parties de moi qui n'avaient pas été guéries et qui avaient besoin d'être guéries. Et de revivre ces manipulations m'ont fait replonger dans mon histoire, mais pour remonter, et vraiment pour de nouveau me ressentir de nouveau vraiment, cette fois-ci, vraiment revivre. J'ai eu vraiment besoin de retomber pour remonter et pouvoir revivre pleinement. Quand on vous... Ils ont été mes bourreaux, mais pour le mieux. Quand on vous voit aujourd'hui, on a du mal à imaginer toutes les difficultés, toutes les souffrances que vous avez traversées. Et j'ai énormément d'admiration pour votre résilience et votre courage à passer à travers ces épreuves, parce que au-delà de l'inceste, vous livrez d'autres chapitres de votre vie qui sont émouvants, qui sont douloureux, la difficulté des nouvelles rencontres, et puis plus tard, alors sur le chemin de la reconstruction d'une vie heureuse, un nouveau drame que vous arrivez à surmonter et à transformer en force. Alors à ce moment-là, vous aviez déjà rencontré votre mari. C'est une merveilleuse histoire d'amour, et je pense que ça a dû être un socle pour vous qui vous a aidé forcément. Et on a vraiment l'impression que vous avez rencontré l'âme sœur, parce que vous avez changé de vie, vous avez changé de mode de vie, vous avez évolué ensemble, et vraiment ça fait chaud au cœur de lire ça. Et malgré tout, vous avez vécu à nouveau un nouveau drame en juin 2014. Est-ce que vous voulez en parler ou pas? Oui. Et vous arrivez à surmonter ça et à le transformer en force. Dites-nous. Eh bien, écoutez, ce drame que nous avons vécu nous a complètement chamboulé notre vie, et on en est heureux aujourd'hui. On est heureux d'avoir complètement changé de vie et de vivre autrement. Alors, pour revenir à cette histoire, oui, effectivement, nous avions déjà un enfant, Garçon. notre garçon, et nous souhaitions avoir un deuxième enfant. Et puis on avait des projets en famille, avec ce deuxième enfant, de partir en voyage. On avait de grands projets, et malheureusement ce bébé a eu une malformation cardiaque in utero. Et on s'en est rendu compte au 8e mois de grossesse, enfin là, 7 mois et demi. Enfin voilà, à la 3e échographie, tout se passait bien, notre vie était tout à fait, voilà, était très heureuse et harmonieuse. Voilà. Alors j'y reviendrai tout de même quand même. Mais voilà, donc on découvre cette malformation. Ce médecin nous affirme qu'ils ne comprennent pas
d'ailleurs comment ce bébé a pu survivre, enfin, et pouvait encore vivre en fait encore en moi. Et après, énormément de revirements de situation. Bon, je vais pas tout raconter ici, mais énormément de revirements de situation, de déperdition. Voilà, moi, je me suis sentie complètement perdue, complètement désœuvrée, complètement. Enfin, voilà. Et nous en arrivons à l'IMG, une interruption médicale de grossesse, voilà, 8 mois de grossesse. Donc à perdre cet enfant. Je vous écris très brièvement. Effectivement, c'est un passage sur lequel je tenais vraiment à prendre le temps dans mon livre d'en parler, d'expliquer tout le processus, tout ce qui s'était passé pour nous. Mais suite, voilà, bon, on était complètement désœuvrés, complètement perdus suite à ce drame. Et nous sommes partis en voyage. Voilà, nous sommes partis en voyage sans trop savoir si on allait revenir, quand est-ce qu'on allait revenir. Voilà, ça s'est passé. Notre fils aîné. Avec notre fils aîné, oui, un voyage. Nous sommes, voilà, notre bébé est décédé au mois de juin, et au mois d'octobre, en octobre, nous étions dans l'avion, nous étions avec nos vélos, partis pour l'Asie, et puis pour finalement partir 8 mois de voyage à vélo en Asie, alors que voilà, nous arrivait de faire quelques petites balades à vélo, mais sans plus. Et ce qu'il en est ressorti, en fait, enfin, pour nous, ce voyage nous a vraiment aidés dans notre construction. Nous en parlons maintenant de ce bébé qui s'appelle Robin comme un messager de vie, puisque oui, c'est un messager de vie, oui, puisque oui, nous étions, oui, j'ai rencontré mon mari, c'était une belle histoire d'amour, c'était très beau. Il y avait tout de même ce côté où il était dans une vie très prenante. Tout était beau pour nous. Voilà, il avait une très bonne situation. Tout était, voilà, nous avons vécu aux Antilles, on avait vécu plein de belles choses. Il y avait quand même une sensation quand même de ramer à contre-courant. On était dans une sphère où voilà, il fallait suivre ce rythme un peu métro, boulot, dodo, et on sentait bien que ça nous allait pas, en fait, et que moi je me retrouvais aussi un peu isolée avec mon enfant, que notre histoire de famille commençait un petit peu à s'étioler. Et ce messager de vie nous a vraiment apporté un nouveau souffle. Vous a donné de la force. De la force et un nouveau souffle pour changer et revenir dans une vie qui nous ressemble, que nous aimons, et se rendre compte aussi qu'on était complètement liés dans cette vie, entre nous, qu'on se ressemble, on a les mêmes envies, les mêmes projets, les mêmes approches, et voilà, et ça nous a voilà, donné cette force de changer complètement. Ce bébé qui n'a pas vécu est toujours auprès de vous, et c'est lui qui vous donne la force de continuer, et vous l'avez même transformé en joie aussi. Vous avez réussi ça. Oui. Moi, de vivre, d'avoir un autre enfant, oui. Et il fait toujours partie de la famille. Il fait toujours partie de la famille, oui. Oui, il est toujours là. Et puis il est toujours là, mais d'une façon positive. On peut encore en parler, on en parle. On parle de ce qu'il nous a apporté dans notre vie. Et
et on l'en remercie, on le remercie en fait. C'est assez C'est énorme très et émouvant même, toujours émouvant en fait d'en parler, mais ouais, il y a quelque chose de vraiment de très fort dans cette courte existence qui nous a amené nous à revivre pleinement, à revivre vraiment la vie que l'on souhaitait et pas la vie normée qui nous était prédestinée et qui commençait à ne plus nous aller du tout. C'est très courageux. Alors, Séverine, on parle aujourd'hui davantage d'inceste qu'il y a 10 ou 20 ans, mais les chiffres restent accablants et les condamnations sont encore beaucoup trop rares. Mmh. Je pense qu'il y a 160 000 Oui. enfants agressés sexuellement en France. Mmh. Mmh. Non. Et à vos yeux, qu'est-ce qui bloque encore? Qu'est-ce qui bloque encore? Ouais, il y a encore, enfin, Les agresseurs soient condamnés, quoi. ouais, moi je suis assez à distance de toute cette polémique, institution, mais pour moi, j'ai tout de suite cette thématique, cette institution de la justice qui, qu'est-ce que fait la justice? Moi, j'ai encore souvent des hauts le cœur quand j'entends des histoires assez dramatiques, des histoires complètement d'injustice, de divorce, d'enfants qui ne sont pas protégés, et quand la justice s'en mêle, on a l'impression que c'est encore plus dramatique, des divorces ou des dénonciations de manipulation ou d'abus d'enfants vis-à-vis d'un parent, et cet enfant retourne chez ce même parent. Oui. Enfin, il y a S'il n'est pas quelque chose placé, qui... s'il n'est pas placé à l'ASE, ou Oui, c'est pire. ouais. Il y a quelque chose qui tourne par rond là, c'est, je dirais même, moi j'ai cette impression qu'il y a ouais, comme si la justice n'est pas à la hauteur en fait. Il y a vraiment quelque chose à reprendre là. Enfin, et puis tellement, je pense qu'il y a des négligences judiciaires également, des récidives. Des Oui. récidives. Alors, ça se passe au niveau de l'inceste, des violences sexuelles, des violences conjugales. Enfin, Puisqu'il y a impunité, évidemment. Ouais. Donc, je pense que au niveau judiciaire, il y a encore, voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Encore beaucoup à faire. Et Oui, parce que les prédateurs sont aussi parmi certains, on ne va pas généraliser, mais parmi certains juges. Voilà, on se souvient de ce juge qui a offert sa fillette de 12 ans. La mère aussi est magistrate et ils ont offert leur fille de 12 ans à des Tout à fait. confrères. C'est absolument C'est inimaginable. C'est inimaginable. Enfin, malheureusement, j'ai l'impression que petit à petit, on sera même plus surpris en fait de ces histoires complètement sordides et complètement impensables. Mais oui, effectivement cette histoire, je l'ai aussi en tête, et moi je crois que j'ai plus de mots. J'ai plus de mots en fait. C'est difficile, c'est vraiment difficile en fait. C'est difficile à entendre. Et pour j'ai tout de même envie de parler de notes positives, puisqu'effectivement, il y a des associations, il y a des organismes qui luttent aussi pour que ce soit la protection de l'enfance ou protection des victimes. Enfin, voilà, c'est toutes ces personnes qui luttent contre l'inceste, qui mettent tout en œuvre pour essayer d'accélérer cette protection et cette sensibilisation auprès des enfants, et puis d'essayer de lutter contre ces abominations, ces situations qui sont complètement, ces dérives judiciaires. Enfin, pour moi, c'est dérive judiciaire. Et pourtant, vous conseillez à toutes les victimes d'inceste comme ça de ne pas rester seules et de se faire aider, et également de porter plainte malgré tout. Oui, et surtout
ne pas rester seul, de parler et de s'ouvrir et d'une façon ou d'une autre. Alors, je l'ai écrit, mais il y avait aussi j'avais aussi envie de passer ce message d'ouverture. Enfin, c'est vital. C'est vital de ne pas garder en soi, en fait, tout ce qui s'est passé, tous ces actes tordus. Donc, c'est vital de faire sortir par les mots, de faire parler même son corps. Enfin, c'est tout un ensemble. Et alors, porter plainte, oui. Se faire entourer, bien se faire entourer et bien se protéger dans cette situation lorsqu'on va vers la justice. Séverine, dans votre livre, au-delà du traumatisme, on sent une volonté de renaissance, pas simple, pas linéaire, mais tout à fait réelle. Qu'est-ce qui vous a permis de continuer, d'avancer? Tout au long de mon chemin, vous voulez dire qu'est-ce qui m'a... Oui, oui. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous êtes guérie? Ou est-ce que ça n'a pas vraiment de sens dans votre parcours? Eh bien, moi, je sens et je sais que j'ai énormément de parties de moi qui sont guéries. Et tellement, ces parties de moi sont tellement nombreuses, guéries, que moi, je me sens apaisée, je me sens libérée de mon passé, je me sens complètement sortie de mon passé. Mon passé ne me fait plus souffrir. Et pour moi, là il est important. Je me sens plus victime. Voilà, de passer par ces étapes-là, de ne plus se sentir victime, de ne plus souffrir de son passé, je me sens libérée. Je me sens heureuse et apaisée. Et j'ai juste cette envie de profiter de la vie, profiter du moment présent, de profiter de tout ce que m'offre la vie. Est-ce que vous vous sentez, Séverine, investie d'un rôle désormais, comme si vous étiez devenue un porte-parole malgré vous? Eh bien, en toute modestie, rien que de par ce livre, ce souhait de témoigner et d'apporter ce petite lueur d'espoir à des victimes et de leur dire que oui, que c'est possible de revivre et que ça vaut le coup de se battre et que ça vaut la peine de se battre et de continuer. Voilà. Et oui, il peut y avoir des chutes, mais voilà, c'est important de préserver cette croyance qu'il est possible de revivre. Et moi, de par ce livre... Hein. Pardon ? Vous en êtes l'incarnation. De par ce livre, j'ai cette image de porte, de sortie. Et pour moi, lorsqu'on commence à ouvrir une porte et qu'on s'en échappe une lumière, une lueur d'espoir, moi, c'est ce que j'avais envie d'apporter, en fait, voilà, comme je dis, en toute modestie, mais j'avais envie d'apporter une petite lueur, une petite lumière, une petite lueur d'espoir en disant c'est possible. Et je me sens comme tout un chacun. Moi, j'ai pu sortir la tête de l'eau, j'ai pu revivre vraiment, renaître. Je pense que voilà, Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à la petite fille que vous étiez? Qu'est-ce que je dirais à la petite fille que j'étais, que je suis heureuse d'avoir pu lui apporter tout le réconfort, tout le soutien et tous les soins dont elle avait besoin, et que je suis heureuse d'avoir pu l'accompagner, de l'avoir vers ce chemin de réconciliation, de liberté, de renaissance, et de notre renaissance. Parce que là où on en est, on est pas mal toutes les deux.
Merci infiniment, Séverine. Merci d'avoir partagé Merci. votre parole avec nous, surtout d'avoir le courage de l'écrire. Et à la fin de votre livre, vous écrivez « L'ombre de l'inceste m'entraîne vers la clarté de la vie ». C'est magnifique. C'est un très beau livre d'espoir. Merci. J'invite vraiment tout le monde à se procurer ce livre, L'inceste, le voici, aux éditions Studio Talma. Et c'est un livre d'espoir, malgré la difficulté, toutes les difficultés que vous avez trouvées, traversées. Et c'est justement à cause de ça que c'est un merveilleux livre. Merci beaucoup. Ce qui est très bien écrit, comme je disais au début, dans un style très pur. Des choses horribles sont dites, mais toujours avec pudeur et bravo pour cet ouvrage. Merci. Merci Séverine d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci à vous. Merci à vous. Merci, chers internautes, de votre écoute. Et puis, je vous dis bonsoir. Bonsoir Séverine, bonsoir chers amis. Bonsoir et à Jacqueline. bientôt la semaine prochaine.